Mon fiancé a refusé de payer les factures, car son argent était le sien, et mon argent, le nôtre. J'ai dit, d'accord. J'ai déménagé pendant qu'elle était au travail, emportant absolument tous les articles que j'avais achetés, y compris les ampoules et le papier toilette. Elle est rentrée chez elle pour trouver un logement sombre et vide. Message original. Moi, 32 ans, homme, j'ai besoin de vider mon sac, car je digère encore ce qui s'est passé la semaine dernière. Ma fiancée, 29 ans, et moi étions ensemble depuis 2 ans et demi. Nous nous sommes fiancés il y a 6 mois. La relation semblait solide, jusqu'à ce que nous emménagions ensemble, il y a 4 mois, dans un appartement de 2 chambres. Voilà le problème. Je gagne environ 78 000 $ en tant que consultant en informatique. Elle gagne environ 65 000 $ en marketing pour une entreprise de produits de soins. Pas un énorme écart, n'est-ce pas? Nous nous en sortons bien financièrement, tous les deux. Quand nous avons décidé d'emménager ensemble, j'ai supposé que nous partagerions les dépenses équitablement. Pas forcément 50-50 si cela n'avait pas de sens, mais proportionnellement, ou au moins avec un système qui fonctionnerait pour nous deux. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Le premier mois, j'ai payé le loyer de 1 850 $. Elle a dit qu'elle était à court d'argent à cause des frais de déménagement. D'accord, je comprends. Déménager coûte cher. J'ai également payé les frais de raccordement à l'électricité et au gaz, soit 2 cents $, 150 $ pour l'installation d'Internet, et j'ai dépensé environ 2100 $ chez IKEA pour un canapé, une table basse et un ensemble de salles à manger, car ces anciens meubles tombaient littéralement en morceaux. Le deuxième mois est arrivé. J'ai abordé la question du partage des factures. Chérie, pouvons-nous parler de la façon dont nous allons gérer les dépenses à l'avenir? Elle a levé les yeux de son téléphone. Que veux-tu dire? Par exemple, le loyer est dû la semaine prochaine. Comment veux-tu le partager? Elle a posé son téléphone, et je jure que tout son visage a changé. Elle a eu l'air de croire que je venais de lui demander de faire don d'un rein. Le partager? Tu gagnes plus que moi. Pas tant que ça. Peut-être 15% de plus. C'est quand même plus. De plus, tu es l'homme. Les hommes sont censés subvenir aux besoins. J'ai même ri, car je pensais qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas. Je suis sérieuse, a-t-elle poursuivi. Mon argent est pour moi. Mes économies, mes objectifs, mon avenir. Ton argent est pour nous. C'est comme ça que fonctionnent les relations. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Nous sommes partenaires. Exactement. Et les partenaires se soutiennent mutuellement. Je t'ai soutenu émotionnellement pendant la date limite de ton projet le mois dernier. J'ai cligné des yeux. Tu veux dire quand tu regardais Netflix pendant que je travaillais tard? J'étais là pour toi. Nous avons discuté pendant 1 heure, sans avancer. Chaque fois que j'essayais d'expliquer l'équité de base, elle me répliquait, tu dis que tu ne prendras pas soin de moi. Mon père a toujours tout payé. Si tu m'aimais, l'argent n'aurait pas d'importance. C'est de l'abus financier. Cette dernière phrase m'a vraiment interpellé, abus financier, parce que je voulais qu'elle contribue aux dépenses du ménage. J'ai fini par payer à nouveau le loyer, les charges et les courses. Et quand sa voiture a eu besoin de nouveaux pneus, pour 640 $, devine qui a payé. Pendant ce temps, ses chèques de paie allaient directement sur son compte d'épargne. Elle me montrait son solde qui augmentait comme si c'était une réussite. Regarde, chérie. J'ai 34 000 $ d'économie. Oui, parce que je finançais toute sa vie. Pendant 3 mois, j'ai tout couvert, pendant qu'elle économisait pour notre avenir. Mon compte d'épargne est passé de 28 000 $ à 11 000 $. Je mangeais des ramen pour le déjeuner, tandis qu'elle se faisait livrer DoorDash à son bureau. Le point de rupture est survenu il y a 2 semaines. Sa meilleure amie allait se marier, et ma fiancée voulait acheter une robe de 400 $. J'ai dit, c'est beaucoup pour une seule robe. Elle a répondu, c'est mon argent, je peux le dépenser comme je veux, et cela fait 3 mois que tu paies toutes nos factures. C'est ton rôle, en tant que mon futur mari. Mon argent est à moi, pour que j'en fasse ce que je veux. C'était désormais limpide. Son argent était le sien. Mon argent était le nôtre. Je suis devenu silencieux. Vraiment silencieux,
Ce genre de silence effrayant où votre cerveau bascule simplement dans un mode différent. Tu as raison, ai-je dit. Elle a eu l'air surprise. Vraiment? Oui. Ton argent est à toi. Tu devrais absolument le dépenser comme tu veux. Elle a souri et m'a embrassé la joue. Merci, mon chéri. Je savais que tu comprendrais. J'ai parfaitement compris. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, j'ai commencé à faire une liste. Pas une liste de vengeance en colère, juste un inventaire pratique. Que avais-je payé? Qu'était à moi? La réponse était, pratiquement tout. Le bail de l'appartement, uniquement à mon nom. Elle n'a jamais été ajoutée, car sa cote de crédit rencontrait apparemment des problèmes lorsque nous avons postulé. Les meubles, tous payés avec ma carte de crédit, chaque pièce, le téléviseur, le mien, un Samsung de 65 pouces pour $1200. Le routeur Wi-Fi, acheté et payé par moi. Les appareils de cuisine. J'avais remplacé son vieux micro-ondes et son four grille-pain incrusté. J'avais acheté un joli mixeur Ninja qu'elle utilisait quotidiennement pour ses smoothies. Même des choses stupides, le rideau de douche, le tapis de bain, le bon papier toilette au lieu de ces absurdités à une seule épaisseur. Les ampoules LED que j'avais installées partout, car elles permettent d'économiser de l'argent. Mon argent, apparemment. J'ai pris 3 jours pour planifier. J'ai appelé mon ami qui a un pick-up. J'ai donné mon préavis à mon propriétaire. Il s'avère que, comme elle n'était pas sur le bail, je pouvais y mettre fin avec un préavis de 30 jours. J'ai trouvé un studio de l'autre côté de la ville, disponible immédiatement, de mois en mois. C'était petit, mais c'était le mien. Elle travaillait du mardi au samedi, de 9h à 18h. Elle restait toujours tard le jeudi pour les réunions d'équipe, qui, j'en étais presque sûr, n'étaient que des happy hours, mais peu importe. J'ai pris mon jeudi de congé, lui ai dit que j'avais rendez-vous chez le dentiste. 8h45. Elle est partie au travail, m'embrassant pour me dire au revoir et me rappelant que nous avions besoin de plus de lait d'amande. 9h. Mon ami est arrivé avec son camion. Nous avons commencé à déménager. Le canapé que j'ai acheté, dehors. La table basse, dehors. La table et les chaises de salle à manger, dehors. Mes meubles de chambre, dehors. Le téléviseur et le meuble TV, dehors. La table de cuisine, dehors. Le micro-ondes, dehors. Le four grille-pain, dehors. Le mixeur, dehors. Ma PlayStation et mes jeux, dehors. Chaque article que j'avais acheté. J'avais les reçus organisés dans un dossier, 3 mois d'achat chez HomeGood, Target, Amazon et IKEA. C'est là que j'ai pu être mesquin. J'ai pris les ampoules, chaque ampoule LED que j'avais installée. J'ai laissé les vieilles ampoules incandescentes dans une boîte, dans un placard. Elle pouvait les réinstaller si elle voulait. J'ai pris le rideau de douche, laissé l'ancien moisi dans le meuble de salle de bain. J'ai pris le routeur Wi-Fi, pris le bon papier toilette, laissé un rouleau du moins cher. J'ai pris la cafetière, mes vêtements, mes livres, mes affaires personnelles, tout était évidemment parti. À 16h, nous avions terminé. L'appartement n'était pas complètement vide. Son vieux canapé miteux était toujours là. Ses vêtements, ses affaires personnelles, sa collection de coussins décoratifs, mais tout ce qui était fonctionnel était parti. J'ai laissé ma clé sur le comptoir de la cuisine, que j'allais également emporter. J'ai laissé la note, tu avais raison. Ton argent est à toi, pour que tu en fasses ce que tu veux. Mon argent est à moi. Cela signifie que mes achats sont aussi les miens. Bonne chance avec le bail. Tu as 30 jours pour trouver une solution ou pour t'y ajouter. Le propriétaire a mon adresse de réexpédition. Ne me contacte pas. Mon ami et moi avons tout mis dans mon nouveau studio à 19h. C'était exigu, mais c'était honnête. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué partout. Puis j'ai attendu. Première mise à jour. Elle est rentrée chez elle vers 18h45, selon mon ancien voisin. Nous sommes amis. Il m'a envoyé un message. Apparemment, elle a essayé sa clé dans la serrure, et l'appartement était sombre. Elle a d'abord cru à une coupure de courant. Elle est entrée en utilisant la lampe torche de son téléphone. Mon voisin a dit qu'il avait entendu un cri à fendre le verre.
Les SMS ont commencé à arriver sur mon iPad, avant que je ne me souvienne de la bloquer là aussi. J'en ai reçu environ 15 avant de couper cette connexion. Où est tout? Es-tu fou? Appelle-moi tout de suite. C'est du vol. J'appelle la police. Puis sont venus les appels. Mon téléphone professionnel. J'avais oublié celui-là. Mon collègue a dit qu'une femme hystérique avait appelé pour me demander, affirmant que c'était une urgence. Il lui a dit que j'étais parti pour la journée. Vers 21h, j'ai reçu un email de sa mère. Objet, je n'arrive pas à croire que tu aies abandonné ma fille de cette manière. Elle est hystérique. Tu l'as laissée dans un appartement vide, sans meubles, sans lumière, sans même aucun moyen de cuisiner. C'est cruel, et presque illégal. Tu dois revenir immédiatement et régler ça comme un adulte. Ma fille mérite mieux que ce traitement. Son père et moi sommes extrêmement déçus de toi. Je n'ai pas répondu. Vendredi matin, mon téléphone a sonné, c'était un numéro inconnu. J'ai répondu sans réfléchir. Espèce de salaud. Tu as tout volé. C'était ma fiancée. Je n'ai rien volé. J'ai pris ce que j'avais payé. C'était nos affaires, pour notre maison. C'est drôle, car ton argent était à toi, et le mien était à nous. Cet arrangement fonctionnait pour ton portefeuille, mais pas pour mes meubles. Tu ne peux pas me laisser sans rien. Tu as tout ce que tu as payé, tes vêtements, tes affaires, ton compte d'épargne avec 34 000 $ dedans. Utilise une partie de cet argent pour acheter un canapé. Cet argent est pour mon avenir. Super. Mes meubles étaient pour mon présent. Cela semble juste. Elle a commencé à pleurer, le genre de pleurs pas joli. Comment as-tu pu faire ça? Nous sommes fiancés. Nous sommes fiancés. Regarde tes emails. J'avais envoyé l'email de rupture à minuit, formel, clair, avec une copie à moi-même pour les archives. Tu ne peux pas rompre avec moi par email. Bien sûr que si. Surtout quand tu m'as explicitement dit de ne pas te contacter. Regarde la note que j'ai laissée. Je n'ai jamais dit « ne me contacte pas ». Tu l'as dit par tes actions pendant 3 mois. J'ai finalement écouté. Sa mère a pris le téléphone. Jeune homme, vous rendrez les biens de ma fille immédiatement, ou nous engagerons des poursuites judiciaires. Madame, avec tout le respect que je vous dois, j'ai les reçus de chaque article que j'ai pris. Votre fille n'a contribué à aucun de ces achats. Elle n'est pas sur le bail. Légalement, je suis totalement en règle. C'est une femme vivant seule. Vous l'avez laissée sans nécessité de base. Elle a un salaire de 65 000 $ et 34 000 $ d'économies. Elle pourrait acheter des nécessités. Ces économies sont pour son futur mari. J'ai ri, en fait. C'était censé être moi, jusqu'à ce que je réalise que je finançais son compte d'épargne. Passez une bonne journée. J'ai raccroché et bloqué ce numéro aussi. Mon ami a apporté des pizzas ce soir-là. Mec, ton ex fait exploser mon téléphone. Comment a-t-elle eu ton numéro? Un ami commun le lui a donné. Elle dit que tu l'as abandonné et que tu lui as volé toutes ses affaires. Ses affaires, que j'ai payées. C'est ce que j'ai dit. Elle a répondu, cela n'a pas d'importance, vous construisiez une vie ensemble avec mon argent. C'est ce que j'ai dit. Nous avons mangé des pizzas et joué aux jeux vidéo dans mon studio exigu. Honnêtement, le meilleur vendredi que j'ai eu depuis des mois. Deuxième mise à jour. Le week-end a été calme. Trop calme. J'aurais dû savoir que quelque chose allait arriver. Lundi matin, j'ai reçu un appel de l'ancien propriétaire de mon appartement. Salut, ton ex est ici, elle exige d'être autorisée à entrer dans l'appartement. Elle dit que tu lui as volé ses biens. Tu veux me dire ce qui se passe? J'ai tout expliqué, les factures, la situation, ton argent en mon argent, les reçus, le fait que j'ai donné un préavis en bonne et due forme. Il a soupiré. Oui, elle n'est pas sur le bail, donc légalement, elle n'a rien, mais elle fait une scène dans mon bureau. Son père est là aussi. Il menace de poursuivre en justice. Pourquoi? Il n'est pas clair là-dessus. Quelque chose à propos d'abandon et de vol. Je lui ai dit de prendre un avocat. Est-elle en train d'essayer de reprendre le bail? Elle n'en a pas les moyens.
J'ai déjà vérifié son crédit quand vous avez postulé à l'origine, tu te souviens? Ce n'est pas bon. Elle demande s'il y a une unité moins chère de disponible. J'ai un studio pour 1100 $, mais elle dit que c'est trop petit. C'est un problème, maintenant, a-t-il acquiescé. Je voulais juste te prévenir. De plus, elle a cassé ta vieille clé de boîte aux lettres dans la serrure en essayant de récupérer ton courrier réexpédié. Elle paie le remplacement. Petite victoire. Mardi, j'ai reçu un message privé Instagram de sa meilleure amie. J'avais oublié de la bloquer. Tu es vraiment un drôle de numéro, tu sais ça? Elle dort sur le canapé de ses parents, parce que tu l'as mise dehors sans rien. Elle t'aimait, et c'est ainsi que tu la remercies. J'ai répondu, elle a passé 3 mois à dépenser mon argent, tout en économisant le sien. Je l'ai remboursé avec la même énergie qu'elle m'a donnée, en pensant à moi. Elle économisait pour votre mariage. C'est drôle, nous n'avons jamais discuté d'un budget, ni de sa contribution. En fait, elle a explicitement dit que son argent était à elle, pour qu'elle en fasse ce qu'elle voulait, pour l'économiser pour ton avenir. Mon avenir a besoin que j'ai plus d'11 000 $ d'économie, car ma partenaire a vidé mon compte pendant 3 mois. Bloque-moi si cela te dérange. Elle m'a traité de tous les noms, m'a dit que je mourrais seul, puis m'a bloqué. Ça a marché. Mercredi a apporté le vrai plaisir. J'ai été signifié au travail. Littéralement signifié. Une assistante juridique est entrée dans mon bureau avec des documents. Mon ex me poursuivait pour 8 500 $ de biens volés, 2 800 $ de détresse émotionnelle, et 1 850 $ pour expulsion illégale. Je me suis assis à mon bureau, lisant cette absurdité absolue. La liste des biens volés comprenait, un canapé de 1200 $, j'ai payé 2100 $, un téléviseur de 800 $, j'ai payé 1200 $, un ensemble de salles à manger de 600 $, j'ai payé 950 $, et divers articles ménagers pour 2900 $. La détresse émotionnelle était apparemment due au fait que je l'avais abandonné sans préavis, dans une situation de vie dangereuse. L'expulsion illégale était ma partie préférée. Son avocat affirmait que, parce qu'elle y avait vécu pendant 4 mois, elle avait des droits de locataire, et que je devais lui donner un préavis de 30 jours. J'ai appelé un avocat. Cela m'a coûté 250 $ pour une consultation, mais ça valait chaque centime. Avez-vous les reçus pour les articles, a-t-il demandé. Chacun d'eux. Organisé par date. Est-elle sur le bail? Non. Avez-vous donné un préavis en bonne et due forme au propriétaire? 30 jours, comme requis. Il a souri. Ça va être amusant. Elle n'a aucun dossier. L'histoire des droits des locataires est délicate, mais puisque vous avez donné un préavis au propriétaire, et que le bail n'est qu'à votre nom, vous avez rempli votre obligation légale. Elle était essentiellement une invitée. Les revendications de propriété sont mornées si vous avez les reçus. Voulant répondre, avec plaisir, il a rédigé une réponse qui disait en gros, allez-y. Il a listé chaque reçu, chaque paiement, chaque facture que j'avais couverte. Il a inclus des captures d'écran de mon compte bancaire montrant les retraits, et a ajouté ses propres SMS qui se vantaient du solde de son compte d'épargne. Le clou du spectacle, il a déposé une demande reconventionnelle pour les 6 800 $ que j'avais dépensés en frais partagés sur 3 mois, étant donné qu'elle avait déclaré que nous avions un partenariat domestique dans sa requête. Si nous étions partenaires, elle me devait la moitié des factures du ménage. Mon avocat a tout envoyé vendredi. Je lui ai payé 1200 $ pour ses services. De l'argent bien dépensé. Dernière mise à jour. Son avocat a abandonné l'affaire. Exactement 6 jours après avoir reçu une réponse. Apparemment, face à de vrais reçus, des relevés bancaires et une demande reconventionnelle, l'histoire de mon ex s'est effondrée. Sa meilleure amie m'a débloqué juste pour envoyer, tu vas vraiment la faire payer 3400 $? Si elle abandonne complètement sa poursuite et signe un document stipulant qu'elle n'a aucune revendication sur la propriété de l'appartement, j'abandonnerai la demande reconventionnelle. 3 heures plus tard, son avocat a envoyé les documents de classement. Les deux parties abandonnent tout. Pas d'admission de faute, pas d'ordonnance de non-contact. J'ai signé. C'était enfin terminé. Mon ami m'a demandé si je me sentais mal. Honnêtement, pas vraiment. Voici ce que j'ai découvert par l'intermédiaire d'amis communs, ceux qui sont restés neutres, et qui m'ont effectivement demandé ma version des faits.
Elle disait à tout le monde que j'étais financièrement abusif depuis des mois, affirmant que je contrôlais tout l'argent, et ne la laissais rien dépenser. Pendant ce temps, elle se présentait au brunch avec des sacs à main de 200 $, et parlait de ses économies croissantes. Sa mère était apparemment celle qui insistait sur la mentalité de l'homme qui doit tout payer. Son père aurait tout payé pendant leur mariage. Sa mère n'a jamais travaillé, n'a jamais contribué, elle a juste dépensé. Et d'après ce que j'ai entendu, son père était malheureux, mais est resté pour les enfants. C'est ce qu'elle voulait, un homme pour financer sa vie, pendant qu'elle économisait et dépensait son propre argent comme elle le voulait. Après notre rupture, elle a apparemment contacté son ex d'avant moi. Il avait rompu avec elle pour des raisons similaires. Elle s'attendait à ce qu'il paie tout, pendant qu'elle économisait pour son avenir. Le mec a ri quand elle lui a demandé de se remettre ensemble, et lui a dit de revoir son sentiment d'avoir droit à tout. Elle a essayé de rester chez ses parents, mais cela n'a duré que 2 semaines. Son père l'a apparemment assise, et lui a dit qu'elle devait payer un loyer si elle vivait là, soit 6 cents $ par mois. Elle a piqué une crise, disant que la famille ne devrait pas faire payer la famille. Elle a fini par louer une chambre dans une maison avec 3 autres filles. La dernière fois que j'ai entendu parler, elle se disputait avec elle au sujet des factures de services publics. Quelle surprise! Quant à moi, le studio est en fait plutôt sympa. Confortable. Tout ce qu'il contient est à moi, payé par mois, sans aucune obligation. Mon compte d'épargne se rétablit. J'ai mis de côté 2200 $ ce mois-ci seulement. J'ai annulé le lieu du mariage la semaine dernière. J'ai perdu un acompte de 500 $, mais j'ai récupéré les 3000 $ que j'avais versés pour le reste. Elle n'y a pas non plus contribué du tout, pour information. J'ai commencé à voir un thérapeute, car apparemment, laisser quelqu'un vous utiliser comme distributeur automatique pendant 3 mois nuit à votre estime de soi. Je travaille sur les raisons pour lesquelles j'ai toléré cela si longtemps. Le thérapeute pense que j'ai été conditionné par les culpabilisations de ma mère, quand j'étais enfant. Apparemment, se faire dire qu'on est égoïste pour avoir fixé des limites est un thème récurrent. Je suis sorti en rendez-vous le week-end dernier. Rien de sérieux, juste un café. Elle a payé son propre café sans même que je le demande. J'ai presque pleuré devant cette simple décence. Mon ex m'a envoyé un SMS mardi dernier, depuis encore un nouveau numéro. J'espère que tu es heureux. Tu as ruiné ma vie pour de l'argent. J'ai répondu, je suis très heureux, en fait, et tu as ruiné ta propre vie en pensant que quelqu'un d'autre devrait la financer. Puis j'ai bloqué ce numéro et changé le mien entièrement. 35 $ via mon opérateur, juste pour faire table rase. Maman m'a appelé le mois dernier. Elle a appris par la rumeur familiale ce qui s'était passé. Je m'attendais à ce qu'elle me fasse la leçon sur le fait de régler ça, ou que l'argent n'était pas tout. Au lieu de cela, elle a dit, tant mieux pour toi. Ton père et moi ne t'avons pas élevé pour que tu sois le compte bancaire personnel de quelqu'un. Papa a pris le téléphone. Tu as fait ce qu'il fallait, mon fils. Un partenaire contribue. C'est ça, l'accord. C'est dingue comme les gens qui vous aiment vraiment vous soutiennent, quand vous arrêtez de laisser les autres vous utiliser. J'ai reçu un message de l'ancien voisin hier. Ton ex a finalement déménagé. Elle a laissé un tas de déchets dans l'appartement. Le propriétaire garde sa caution pour les frais de nettoyage. Fin parfaite à toute la situation. Honnêtement, quelqu'un m'a demandé si je la reprendrais si elle s'excusait et offrait de me rembourser. Non, catégoriquement. Ce n'est même plus une question d'argent. C'est une question de principe. Elle ne me voyait pas comme un partenaire. Elle me voyait comme une ressource. Et quand la ressource s'est coupée, elle n'a pas pleuré ma perte, mais la perte de l'accès à mon portefeuille. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas un partenariat. C'est de l'exploitation avec une bague au doigt. La bague, d'ailleurs, je l'ai rendue. J'ai récupéré 4100 $ des 4800 $ que j'avais dépensés. Le bijoutier était sympa. Il a dit qu'il voyait ça arriver plus souvent qu'on ne le pensait. J'ai utilisé une partie de cet argent pour acheter une très belle cafetière pour mon studio, le genre qui moule les grains frais. Chaque matin, quand je prépare mon café dans mon appartement calme, entouré de mes affaires que j'ai payées, buvant dans une tasse dont personne d'autre ne revendique la propriété, je me sens sacrément bien. Elle voulait que je subvienne à ses besoins pendant qu'elle économisait. Au lieu de cela,
je lui ai donné une précieuse leçon. On ne peut pas construire un avenir avec quelqu'un qui ne vous voit que comme un portefeuille. Et honnêtement, cet appartement vide où elle est rentrée, n'était que la représentation physique de ce qu'elle me faisait émotionnellement depuis des mois. Elle avait vidé mes économies, ma confiance et mon sens du partenariat. Je l'ai juste rendu visible. Ferais-je les choses différemment? Peut-être que j'aurais eu la conversation, ça ne marche pas, une fois de plus avant de déménager, lui donnant une dernière chance de se ressaisir. Mais honnêtement, j'ai essayé cette conversation 3 fois, et j'ai été traité d'abusif financièrement pour cela. Donc, probablement pas. La vie est trop courte pour être le plan de retraite de quelqu'un, pendant qu'on vous traite d'égoïste, parce que vous attendez une simple réciprocité. Mon thérapeute m'a demandé la semaine dernière ce que j'avais appris de tout ça. Que, femme heureuse, vie heureuse, est un conseil bidon, si la femme pense que le bonheur signifie vider votre compte bancaire, sans rien y contribuer. Elle a noté ça. Elle a dit qu'elle allait l'utiliser avec d'autres clients. Content que le désastre de mes fiançailles puisse être instructif pour quelqu'un. Je vais bien maintenant, cependant. Vraiment bien. Le genre de bien-être qui vient du fait de savoir exactement ce que l'on vaut, et de refuser d'accepter moins. Et si cela fait de moi un égoïste, tant mieux. Je paie égoïstement mes propres factures, dans mon propre logement, avec mes propres affaires. Il s'avère que cela s'appelle être un adulte.